Bienvenue dans En cas de tracas, le podcast où l'on parle alimentation émotionnelle. Vous savez, c'est ce moment où après une journée stressante, vous ouvrez le placard et finissez un paquet de gâteaux. Alors pour mieux comprendre ce qui se passe, je vous propose d'explorer les liens complexes entre vos émotions, votre alimentation, votre corps et votre santé mentale. Dans ce podcast, vous découvrirez des récits touchants, des outils pratiques, des discussions enrichissantes pour vous aider à tisser une relation sereine avec la nourriture et avec vous-même. Votre alimentation est un langage. Apprenons à le décoder ensemble pour mieux vous comprendre. Et au fait, moi, c'est Julie Rojon, autrice du livre Libérez-vous de l'alimentation émotionnelle, thérapeute et formatrice. J'accompagne des personnes qui souhaitent transformer leur rapport à l'alimentation et forme des professionnels à intervenir sur ces thématiques. Maintenant, c'est parti, place à l'épisode. Il y a des psys qui interrogent nos modes de pensée, nos identités, nos vulnérabilités avec justesse et nuance. François Vialat en fait partie. Psychologue, chercheur et cofondateur de Pipsy, il propose une lecture fine, profondément humaine de ce qu'on appelle aujourd'hui les profils atypiques. HPI, TDAH, TSA, hypersensible, des termes devenus familiers, presque tendances qu'on voit circuler partout. Mais au fond, que racontent-ils vraiment? Et surtout, pourquoi ces profils entretiennent-ils souvent un rapport si particulier à l'alimentation? Ce qui m'a frappé dans l'approche de François, c'est sa capacité à replacer la science dans le réel, sans la déconnecter du vécu. À parler cerveau, impulsivité, hyperesthésie ou besoin de contrôle, sans jamais oublier l'humain derrière le diagnostic. Dans cet épisode, on parle d'étiquettes, de phénomènes de société, d'alimentation émotionnelle et de ce que ça veut dire vraiment d'être atypique aujourd'hui. François, bienvenue au micro d'En cas de tracas. Merci. Alors, HPI, TDAH, TSA, hypersensibilité, ce que j'évoquais, ces dernières années, ces profils qui sont dits atypiques occupent clairement le devant de la scène, on en entend beaucoup parler, à tel point qu'on en vient parfois à se poser la question, et moi, je me la pose, existe-t-il encore des personnes typiques aujourd'hui? Et ce que j'entends souvent, c'est que cette montée en visibilité des profils dits neuroatypiques révélerait d'un effet de mode. Comme si finalement chacun cherchait à se définir en dehors des normes pour affirmer une singularité dans une société où le fait d'être différent serait presque devenu un gage de valeur ou d'existence. C'est un peu la quête du Graal. Et cette lecture, moi, elle me semble en partie juste, mais on peut aussi y voir autre chose, le besoin profond de se sentir reconnu dans sa complexité en tant qu'être humain, dans ce monde où les normes, qu'elles soient éducatives, sociales, professionnelles, sont parfois trop étroites pour contenir la diversité de nos fonctionnements et donc des fonctionnements humains. Alors, j'en reviens à ma question initiale. François, avec vous, votre regard de chercheur, de psychologue, que diriez-vous? Existe-t-il encore des personnes typiques aujourd'hui ou est-ce que cette notion, finalement, a simplement perdu de son sens face à la richesse et à la variété des expériences humaines? Alors merci, c'est une question qui est passionnante et qui pose d'ailleurs en elle-même une autre question, qu'est-ce qu'on entend par typique ou par atypique? En fait, la question de ce qui est normal ne répond pas forcément à la question de ce qui est une pathologie. C'est un vieux débat, d'ailleurs Georges Canguilhem en parlait dans sa thèse qui remonte à 1943. On va distinguer le fait que quelqu'un soit anormal, c'est-à-dire qu'il soit en dehors des statistiques sur les comportements attendus, et le fait que la personne soit atteinte d'un trouble. On va distinguer le trouble qui est associé à une gêne fonctionnelle, une souffrance, par rapport à des traits distinctifs. Du point de vue du trouble, pour répondre à la question, déjà il y a 75% de la population qui est non pathologique. C'est-à-dire qu'en gros, la souffrance psychique associée à un trouble psychiatrique ou à un trouble neurologique, c'est à peu près une personne sur quatre. Ce qui signifie qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de gens normaux à ce sens. Après, il y a la question de savoir, est-ce qu'il y a un phénomène de mode derrière le fait d'être atypique? Sauf que le problème, c'est que les troubles dont on parle, en particulier les troubles neurodéveloppementaux, ont des critères diagnostiques qui sont précis, qui sont établis par des consensus scientifiques internationaux. Et donc, c'est là qu'il y a un deuxième problème de définition. Je parlais de troubles. Pour qu'il y ait un trouble, il faut que ça réponde à des critères. Et donc, il faut séparer un trouble qui est diagnostiqué
par un professionnel de santé d'une part, une personne formée qui est outillée, qui a les capacités pour dépister ce trouble, le reconnaître et vérifier la catégorie à laquelle il appartient, par rapport à des personnes qui s'auto-diagnostiquent, qui s'emparent d'un diagnostic et qui se l'attribuent sans être passées par un processus de diagnostic. Alors, au niveau statistique, par exemple, on peut dire qu'une personne sur 7 en France est atteinte d'un trouble neurodéveloppemental et une personne sur 4 environ, une personne serait atteinte d'un trouble psychiatrique ou neurologique. Donc ça fait vraiment beaucoup de monde, c'est des dizaines de millions de personnes atteintes. Du coup, c'est normal de rencontrer beaucoup de gens avec un diagnostic partout où on va. Je sais pas, pour donner un ordre d'idée, sur une classe avec une trentaine d'élèves, on va avoir 3 enfants avec un trouble neurodéveloppemental, un enfant qui a une intelligence hors norme, un enfant qui a une intelligence hors norme déficitaire, puis on va avoir deux trois enfants atteints d'autres troubles. Donc effectivement, les enseignants vont être face à beaucoup d'enfants atypiques. Et dans le monde du travail, ça va être pareil, avec des statistiques un petit peu différentes, parce que chez les adultes, les diagnostics sont beaucoup moins bien posés. On a des différences générationnelles qui font qu'en particulier, les troubles neurodéveloppementaux sont moins bien diagnostiqués chez l'adulte. Et globalement, sur les troubles neurodéveloppementaux, on a 2,5% de la population qui est HPI, mais aussi 2,5% de la population qui a une déficience intellectuelle. Le TDAH, c'est entre 2 et 5% de la population, le TSA entre 1 et 2% de la population. Là encore, ça représente beaucoup de monde. Sauf qu'il y a une différence entre ce 1 à 2% de la population qui a un TSA et puis les personnes qui s'auto-attribuent le diagnostic. Parce que s'il y a 1 à 2% de la population qui a un TSA, bah, chez les adultes, on est plus proche de 0,5% qui ont le diagnostic de TSA. Donc on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui en sont atteintes et qui n'ont pas le diagnostic. Et inversement, on a des personnes qui s'attribuent le diagnostic et qui en fait ne l'ont pas. Donc, en plus, on va avoir des biais en fonction du contexte dans lequel on se trouve. Par exemple, nous, en tant que praticiens, sur les patients qu'on va recevoir, on va avoir une surreprésentation des atypicités. Bah, déjà, les personnes qui viennent consulter en psychothérapie, en général, elles sont en souffrance. Donc, naturellement, il y en a beaucoup qui ont des atypicités, et en particulier des atypicités neurodéveloppementales. C'est plus d'une personne sur 4 qui se présente en consultation de psychothérapie qui a un TDAH, et environ une personne sur 10 qui a un TSA, ce qui représente en gros presque 10 fois plus que sur la population générale. On a le même genre de biais si on regarde sur les populations carcérales. On a à peu près une personne sur 4 qui a un TSA et à peu près une personne sur 4 qui a un TDAH. Donc dans les prisons, on a beaucoup de personnes atypiques. Alors dans le monde du travail, on reste plus sur la population générale, mais ça va dépendre du milieu dans lequel on travaille. Une personne qui travaille comme infirmière en psychiatrie ne va pas avoir le même pourcentage ou la même probabilité d'avoir un trouble ou un autre qu'une personne qui travaillerait dans la banque. Et là par contre, on n'a pas les données épidémiologiques. Donc si vous êtes entouré de personnes atypiques, ça peut venir aussi de votre contexte. Ou alors ça peut venir du fait que toutes les personnes autour de vous ont décidé qu'elles s'attribuent un diagnostic. Et ça va fausser la perception qu'on peut avoir. Parce qu'on peut avoir des fréquences de troubles réelles qui sont spectaculaires dans certains contextes, et puis on va avoir des gens qui s'attribuent les diagnostics un peu n'importe comment. Et ce phénomène diagnostique peut être préoccupant, parce que ça va embrouiller les représentations sociales qu'on a autour de ces troubles. C'est pas parce qu'une personne s'identifie comme ayant un TDAH ou un TSA qu'elle a un TDAH ou un TSA. Alors c'est vrai que souvent on a des personnes qui s'identifient à juste titre et qui ont raison. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se posent un diagnostic elles-mêmes, qui en fait se sont bien renseignées, et en fait elles sont atteintes du trouble. Et il faut savoir qu'en France, le délai pour obtenir un diagnostic est de l'ordre de 3 ans et demi en moyenne pour les enfants, et pour les adultes ça peut être encore pire. Par exemple, le diagnostic de TSA de haut niveau chez l'adulte arrive assez fréquemment aux alentours de 40 ans. Donc effectivement, on a un gros souci de décalage qui fait que c'est difficile pour une personne qui pense avoir une étiquette d'aller la vérifier parce qu'il faut trouver une personne compétente qui va être capable de reconnaître le diagnostic, prendre rendez-vous, passer par le temps d'attente et puis réunir les moyens parce qu'en règle générale, ça ne sera pas fait gratuitement. Il faudra passer par un réseau pluriprofessionnel en libéral avec beaucoup d'interlocuteurs. Donc au final, on a des gens qui ont raison de s'attribuer l'étiquette et qui ne peuvent pas le vérifier et d'autres qui s'attribuent des étiquettes pour d'autres raisons. Alors c'est pas forcément pour une question d'appartenir à un groupe,
qui va les amener à vouloir s'attribuer une étiquette. Parce que autant on a un désir de se démarquer des autres pour faire son original, on va aussi avoir un désir d'appartenir au groupe. Il y a une tension inverse, on veut plutôt être dans la norme. Et puis d'ailleurs, on est tous un peu anormaux, hein, parce que il y a des grands, des petits, des gros, des maigres, des blancs, des noirs. Donc si on veut avoir une différence, on n'a qu'à changer notre façon de s'habiller et on peut se distinguer des autres. On n'a pas forcément besoin de s'attribuer une étiquette d'autisme. Euh, Par contre, en général, les personnes qui ont vraiment un trouble neurodéveloppemental en ont honte. Généralement, ce qu'on va beaucoup rencontrer chez les patients, c'est quand ils découvrent qu'ils ont un trouble, ils vont plutôt avoir tendance à le cacher à leur environnement, à pas oser le dévoiler. Et en fait, ce dont parle ce phénomène de représentation, savoir si les diagnostics sont à la mode ou pas, c'est le problème de l'inclusivité. Est-ce qu'on est une société inclusive dans laquelle on peut faire société tous ensemble malgré nos différences? Et en fait, à partir du moment où des gens se sentent rejetés pour leurs différences, ça peut leur donner envie de revendiquer une étiquette, même si c'est pas la leur. Et on peut avoir des personnes qui vont revendiquer un autodiagnostic parce que ça permet d'expliquer leur fonctionnement. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est pas évident dans notre pays d'avoir accès à un diagnostic. Donc une personne qui a un fonctionnement un petit peu hors norme peut être tentée de chercher une étiquette qui explique pour se rassurer. Euh, et le problème de l'autodiagnostic, c'est que parfois on ne va pas tomber sur la bonne étiquette. Et puis il y a des étiquettes qui sont plus attirantes que d'autres. Ça peut être un espèce de cache-misère. Par exemple, si je m'attribue une étiquette d'autisme, ce sera peut-être plus facile à porter qu'une étiquette de trouble de la personnalité narcissique. Donc quand j'ai un trouble de la personnalité narcissique, je vais plus être attiré par une étiquette TDAH ou TSA. Et ça va biaiser la reconnaissance du trouble. C'est pareil pour un parent, c'est plus facile de dire que son enfant est hyperactif plutôt que de dire qu'il est mal éduqué. Il y a effectivement des enfants mal éduqués, ça existe. Ou des parents qui sont en burn-out. Beaucoup de parents qui sont en burn-out vont observer des symptômes chez leurs enfants qui viennent de leur propre burn-out. Et du coup vont chercher à trouver une étiquette pour leur enfant qui provient en fait de leur propre souffrance. Donc, comme je le disais, on a des personnes qui souffrent, qui n'arrivent pas à avoir leur diagnostic, et puis on a des personnes qui se mettent le mauvais diagnostic, et c'est pas forcément pour faire leur intéressant, ça peut être parce qu'il y a réellement un problème sous-jacent à régler. Ouais, l'ensemble des problèmes sont liés à la stigmatisation sociale dans le domaine de la psychiatrie. Et finalement, si j'entends bien, on n'est pas face à une montée nécessaire des atypies, puisque vous l'avez dit, on est entre 2-5% suivant les troubles qui sont décrits. Néanmoins, on peut être face à une montée de l'identification à ces troubles par des traits bien précis qui permettent d'expliquer un fonctionnement qui est différent, qui peut-être ne rentre pas dans la norme, dans les cases, ne correspond pas à une société dans laquelle nous vivons, qui est aujourd'hui non inclusive. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a ces deux phénomènes avec le vrai diagnostic, la vraie présence d'une souffrance, et puis à côté de ça, l'étiquette de diagnostic qui n'est pas forcément posée. Alors par contre, il y a aussi une montée en termes d'épidémiologie sur C'est ce ces que j'allais troubles. vous demander. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que je dis qu'à l'heure actuelle, il y a une personne sur sept qui a un trouble neurodéveloppemental. C'était pas le cas il y a un siècle. Donc il y a comment dire, une espèce de prise de conscience et de mouvement de revendication autour de la neurodivergence qui est plutôt sociétale et politique, qui est liée à la difficulté d'accès au diagnostic et aux stigmatisations sociales. Et puis d'un autre côté, il y a l'épidémiologie des troubles réels qui est en augmentation. Cette augmentation, elle est due au fait qu'il y a un siècle, on n'était pas à même de diagnostiquer toute la population, ou elle est vraiment due à un phénomène de changement, d'évolution? Qu'est-ce que nous dit la science à ce niveau-là? Alors la science dit que c'est les deux. C'est-à-dire que d'une part, Mmh. effectivement, on a amélioré la qualité de nos outils diagnostiques, on a mis au point aussi des méthodes et comment dire, des outils cliniques qui permettent de repérer de façon plus fine les troubles, en particulier parce que les troubles neurodéveloppementaux s'inscrivent dans des spectres, donc il y a une continuité avec des formes légères et des formes graves. Donc on les repère mieux. Et malgré tout, même si on les repère mieux, il y a quand même
une part de l'augmentation au niveau épidémiologique qui n'est pas due aux outils. Et ça aussi, on a des études d'épidémiologie de très bonne qualité qui le montrent et qui sont plus dues à des facteurs environnementaux. Les deux principaux facteurs étant d'un côté des problèmes de polluants, donc polluants chimiques auxquels on est exposé, et d'un autre côté, des stresseurs environnementaux. Donc, par exemple, très récemment, on a eu la crise Covid avec une phase de confinement. Les enfants issus de catégories socio-professionnelles plus pauvres étaient confinés dans des appartements de plus petite dimension, avec des familles où généralement le nombre d'enfants était plus élevé et la probabilité d'être une famille monoparentale plus élevée. Donc, dans ces familles, il y a eu un vécu de stress très important qui a été associé avec une augmentation de la prévalence des troubles anxio-dépressifs, mais qui va aussi être un facteur déclencheur des troubles neurodéveloppementaux, puisque les troubles neurodéveloppementaux ont une composante génétique et biologique importante, mais sont aussi déclenchés par les stresseurs environnementaux. On peut donc s'attendre chez ces enfants à une augmentation de la prévalence des troubles qui n'est pas du tout due à une amélioration des outils de diagnostic, mais réellement au fait qu'on a plus d'enfants en souffrance. Et du coup, à une évolution aussi de nos modes de vie et de l'environnement dans lequel on évolue. Tout à fait. Et au-delà des étiquettes, moi, ce que j'observe en cabinet, et vous y avez répondu tout à l'heure en disant que finalement, c'est en cabinet, si j'ai bien retenu, une personne sur quatre qui vient avec un trouble neurodéveloppemental. Moi, c'est ce que je voyais de manière empirique et forcément un peu biaisée. Et c'est beaucoup de personnes au profil dit atypique qui semblent entretenir un rapport singulier avec l'alimentation. Moi, ce que je constate, c'est de l'hypercontrôle, des compulsions, de l'alimentation émotionnelle, voire des troubles plus profonds. Et que ces personnes soient diagnostiquées ou non, finalement, nombreux sont ceux qui laissent transparaître, moi, ce que j'appelle un faisceau d'indices qui me laisse penser qu'il pourrait y avoir une neuroatypie, mais qu'ils soient diagnostiqués ou non, la souffrance liée à l'alimentation est là. Et est-ce qu'on peut le comprendre d'un point de vue neurologique, d'un point de vue psychique, pourquoi ces profils, ces personnes seraient plus vulnérables à une relation troublée avec la nourriture? Alors effectivement, les neurosciences peuvent apporter un éclairage pour comprendre la relation entre le psychique et le biologique dans l'alimentation. C'est aussi très intéressant puisqu'on parle d'étiquette, ces éléments, donc le contrôle émotionnel, la relation à l'impulsivité, les compulsions, etc. Ce sont des facteurs ou des dimensions humaines. Et en fait, là aussi, on a une distinction entre les dimensions impactées et la catégorie diagnostique dans laquelle on range un individu. Euh, c'est lié à l'histoire de la psychiatrie et comment quand l'organisation des diagnostics de psychiatrie s'est conçue dans l'histoire de cette science. C'est-à-dire qu'en psychiatrie, on essaye de ranger les patients dans des cases qui sont les troubles, qui ont un ensemble d'éléments fonctionnels pour les identifier. Mais en fait, d'un trouble à l'autre, on trouve souvent des points communs. Et on va avoir ce qu'on va appeler des dimensions qui sont présentes dans de nombreux troubles. Et quand on intervient en psychothérapie, en réalité, on n'intervient pas sur les étiquettes des patients, on intervient sur ces dimensions. Donc il y a quelque chose d'un peu arbitraire et abstrait, parce qu'on va poser un diagnostic qui est une étiquette, qui n'est pas ce sur quoi on va intervenir en termes de soins. Donc maintenant, je vais parler un peu du cerveau et de la biologie de l'alimentation. Au niveau biologique, l'appétit et la satiété, ça va être lié à des signaux chimiques, des signaux hormonaux. Donc on a la gréline, qui est le signal de l'appétit, et la leptine, qui est le signal de la satiété, qui sont liés à des neurorécepteurs qui se trouvent dans l'estomac. Alors, dit comme ça, en fait, ça fait très presque une métaphore informatique du fonctionnement. On a des jauges et puis on détecte quand on a faim, quand on n'a pas faim. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que la réalité, c'est que c'est pas parce qu'on a un signal qu'on le perçoit. Et donc c'est là que les troubles vont s'insérer, c'est que pour percevoir et réguler la faim et la satiété, il faut les percevoir, donc il faut les ressentir. Or, les troubles interagissent avec notre capacité à percevoir ce qui se passe dans notre corps. Et puis en plus, on a un deuxième effet. Il n'y a pas seulement le fait de percevoir l'appétit, il y a aussi l'impact de l'alimentation ou de la non-alimentation sur notre psychisme. Puisque, par exemple, si on ne mange pas, on va se retrouver avec une espèce de sensation de flottement qui va nous couper un peu de notre corps.
Et ça peut être un effet recherché quand on a besoin de se couper de son corps, quand on souffre. Et inversement, quand on mange gras et sucré, ça va créer un effet sédatif, ça va endormir nos réactions émotionnelles, ça endort un peu le corps, et ça va permettre de calmer certaines réactions émotionnelles. Donc l'alimentation, la nourriture joue plusieurs fonctions. On a des fonctions alimentaires, on s'alimente en carburant, et puis on a des fonctions sociétales parce qu'on mange avec les autres, et on a des fonctions de régulation de nos émotions et de notre état. Donc une personne qui va avoir des difficultés relationnelles, par exemple, ne va pas manger de la même manière qu'une autre, parce que sa cognition sociale ne fonctionne pas de la même manière. Puis une personne qui a du mal à gérer ses émotions va être tentée d'utiliser l'alimentation pour gérer ses émotions. Donc on parlerait de dysrégulation émotionnelle, et ça au niveau du cerveau, ça va être des atypicités dans la régulation des valences émotionnelles entre le cortex préfrontal droit et gauche, qui sont neurodéveloppementales et qui sont liées à la construction du cerveau dans la petite enfance. Ensuite, si je mange mal, j'expose mon organisme à des stresseurs. Par exemple, si je mange n'importe quand, au mauvais moment, mon organisme n'arrivera pas à suivre. Beaucoup de gens ont entendu parler du rythme circadien. Donc le rythme circadien, par exemple, c'est ce qui gère le rythme veille-sommeil. La nuit, je dors, et puis le jour, je suis réveillé parce que j'en ai pris l'habitude, et puis parce que mon cerveau détecte des signaux, le fait d'être debout, le fait de bouger, le fait de voir de la lumière. Donc ça, c'est le rythme circadien lié au sommeil. Eh ben, on a le même rythme circadien lié à l'alimentation. Il y a des moments où notre estomac va sécréter des hormones et va sécréter des sucs permettant de digérer, des moments où notre intestin va être prêt à recevoir ce que l'estomac a commencé à digérer. Et si on mange en dehors de ces fenêtres, eh ben, l'organisme n'est pas prêt. Donc il stocke moins bien, il stocke mal, il récupère assez peu les nutriments essentiels, et du coup, il n'a plus de repères, ça crée un stress, ce qui a un impact sur notre humeur et sur notre état psychologique. Et en particulier, on peut bousiller en mangeant mal notre microbiote intestinal, qui est impliqué dans la digestion, ce qui va avoir des effets sur nos capacités de concentration, ce qu'on va appeler les fonctions exécutives, et puis sur la régulation des émotions. Donc, si on a un trouble perceptif, si on a un trouble de régulation émotionnelle, si on est mal connecté entre notre corps et la perception qu'en a notre cerveau, on va avoir des difficultés alimentaires. Or, ce sont des dimensions qui sont impactées par de nombreux troubles. Merci pour cette réponse très détaillée. Et je me demande aussi, et là vous avez parlé du monde émotionnel et de la façon dont on peut réguler ses émotions de manière dysfonctionnelle avec l'alimentation. Quelle place joue l'impulsivité, l'hyperesthésie sensorielle? Donc c'est le fait d'être, souvent on parle d'hypersensibilité, c'est le fait d'avoir une perception sensorielle qui est exacerbée, ou le besoin de contrôle peut jouer dans notre relation à la nourriture. Alors le sensoriel, en filigrane, ça apparaissait dans ce que je disais précédemment, Mhm. c'est-à-dire que si je ne reçois pas le signal de satiété, si je ne perçois pas que je n'ai plus faim, je vais continuer à manger, et au lieu de m'arrêter au signal de satiété, je vais m'arrêter au signal de douleur de l'estomac trop plein. Et ça va être quelque chose qu'on va rencontrer par exemple dans l'hyperphagie. Donc tout ce qui perturbe le sensoriel va pouvoir jouer. Les hyperesthésies, le fait de trop percevoir sensoriellement, à l'inverse, vont faire que certains aliments peuvent nous saturer. Donc on va trouver ça dans les phagophobies, où les personnes ont du mal à s'alimenter, à prendre certains aliments. Par exemple, on peut développer une phobie alimentaire en forçant une personne à manger trop d'un aliment. Donc on la gave, on la gave, on la gave jusqu'à ce qu'elle en vomisse. Et ben après, la simple vue de l'aliment déclenche l'envie de vomir. Maintenant, imaginez pour une personne qui est atteinte de troubles du spectre de l'autisme et qui va être très très sensible à des percepts sensoriels. Et cette personne, de façon générale, a cette fragilité de qu'il y a certains aliments qui la surdéclenchent. Son environnement, au départ, ne sait pas que cette personne a un trouble du spectre de l'autisme, et donc les parents, croyant bien faire, vont la pousser à trop manger.
eh ben, la personne va développer des phagophobies multiples. Ce qui peut l'amener à développer un trouble assez complexe qui ressemble à l'anorexie mentale, mais qui n'est pas de l'anorexie mentale. Puisque dans l'anorexie mentale, on a des personnes qui cherchent à maigrir et à se sous-alimenter. Là, ce sont des personnes qui veulent manger, mais la plupart des aliments déclenchent des réactions sensorielles qui soit leur font mal, soit déclenchent du dégoût. Peuvent les mettre tellement mal qu'elles deviennent incapables de s'alimenter. Et donc ces personnes perdent du poids et ont des troubles alimentaires. On peut aussi avoir d'autres complications sensorielles avec une appétence pour des choses bizarres. Des fascinations sensorielles, ça c'est assez typique du TSA. On va avoir la personne qui veut tout le temps, tout le temps, tout le temps manger la même chose. Alors, bon, déjà, ça peut être assez déstructurant pour son organisme, parce que l'équilibre alimentaire ne sera pas bon. Et puis, dans certains cas, ça peut être même toxique, puisqu'on peut voir des développements de syndromes comme la pica, où la personne se met à manger des choses non alimentaires. Par exemple, elle va manger des craies. Tous les jours, la personne, elle ne pourra pas s'en empêcher, elle aura une espèce d'addiction au fait d'aller manger des craies, qu'elle va aller piquer dans la boîte à craies de la maîtresse. Bon, ça va poser un problème, parce que notre organisme n'est pas fait pour ça. Et la personne ayant du mal à s'en empêcher va avoir une espèce de compulsion alimentaire vraiment atypique. On peut avoir des fluctuations perceptives aussi. Dans les troubles du spectre de l'autisme, les perceptions sensorielles sont instables. Donc lundi, la personne va adorer manger du saucisson, et mardi, elle va trouver le saucisson dégoûtant. Et puis le mercredi, à nouveau, elle aime ça. Bah, imaginez le regard de l'entourage sur cette personne et comment on peut interpréter ça si le diagnostic n'a pas été posé. Parce que là, effectivement, on va avoir quelqu'un qui paraît très capricieux. Et en fait, c'est pas un caprice, ce sont des fluctuations perceptives. Inversement, c'est très tentant quand on est très capricieux et qu'on veut emmerder les autres, de dire ah bah j'ai un TSA et de manger n'importe comment. Donc on retrouve cette histoire avec le diagnostic, pas diagnostic. C'est si j'ai identifié comment fonctionne la personne, je serai plus juste vis-à-vis d'elle. Et puis ces perceptions sensorielles fluctuantes, donc j'ai parlé du TSA beaucoup parce que c'est le trouble dans lequel on rencontre le plus, mais il y a aussi des fluctuations perceptives dans le TDAH, avec généralement un léger déficit de l'interoception. Les personnes qui ont un trouble de l'attention sont généralement moins bien connectées à leur corps que les personnes neurotypiques. C'est moins spectaculaire que dans le TSA, mais ça reste présent. Et puis on peut avoir des atypicités sensorielles aussi, qui sont transnosographiques, qui sont une dimension qu'on va retrouver chez des personnes qui n'ont pas un TSA ou qui n'ont pas un TDAH. Ça peut s'évaluer, il y a par exemple des échelles d'alexithymie qui permettent de mesurer le déficit en perception sensorielle et des échelles de diagnostic de mesure des atypicités sensorielles, des fluctuations perceptives, des saturations. Quand la personne perçoit mal ce qui se passe dans son corps, elle percevra mal l'appétence et la satiété, et donc il y a un risque qu'elle s'alimente mal et que ça vienne interagir avec d'autres mécanismes. Et dans le TDAH, on va retrouver aussi des mécanismes d'impulsivité qui sont liés à l'hyperactivité, qui font que la personne qui a un TDAH a une probabilité très élevée de développer un trouble du comportement alimentaire, parce qu'elle va réguler son hyperactivité avec les aliments, en alternant entre les effets excitants du sucre et les effets sédatifs des aliments gras et sucrés, parce que le sucre commence par être excitant, puis après il devient sédatif. Et comment on peut accompagner ces profils de manière juste? Alors, moi, en cabinet, les personnes que je reçois, c'est plus des profils qui sont type TDA, TDAH, parfois des personnes qui sont diagnostiquées HPI, TSA un petit peu, mais pas tant que ça. Peut-être aussi parce que je suis sur des profils qui sont adultes et qui n'ont pas été diagnostiqués, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais comment est-ce qu'on peut accompagner ces profils de manière juste et ajustée, sans pour autant renforcer leur sentiment de décalage ou de dysfonctionnement, puisque on n'est pas face non plus à une pathologie, on est face à un mode de fonctionnement qui est particulier. Justement, tout l'enjeu, c'est de sortir des stigmatisations, et le problème des stigmatisations est associé aux étiquettes. C'est-à-dire que donner à une personne un diagnostic et la laisser partir sans explication, c'est désastreux. Ne pas donner le diagnostic à une personne, c'est aussi désastreux. Donc en fait, ce dont les personnes ont besoin, c'est qu'on leur explique comment elles fonctionnent du point de vue neurocognitif pour dédramatiser, démystifier ce qui leur arrive et leur donner un mode d'emploi, des éléments qui leur permettent de se comprendre et de mieux gérer leurs limites.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que j'ai dit au sujet des mécanismes neurocognitifs, de l'hypersensibilité, ça n'est pas quelque chose qui doit enfermer la personne. C'est pas parce qu'une personne, par exemple, a une forme de phagophobie ou des difficultés de régulation émotionnelle associées à l'alimentaire que c'est une condamnation à vie. Il est possible d'apprendre à vivre différemment avec, d'apprendre à s'ajuster pour avoir un comportement qui est associé avec progressivement de moins en moins de gènes fonctionnels, jusqu'à un moment où la personne, malgré toutes ses différences sensorielles et cognitives, parvient à avoir, perçus de l'extérieur, des comportements alimentaires dits normaux. Et en fait, ce qui est surtout important, c'est qu'elle ne souffre plus et qu'elle peut s'alimenter de façon équilibrée. Parce qu'en fait, il est possible de surmonter ces difficultés avec un accompagnement. Mm. Et finalement, typique ou atypique, l'enjeu c'est de comprendre sa singularité puisque même dans chaque étiquette d'atypie, eh bien il y a autant de lectures, de modes d'emploi que d'individus. Il s'agit de comprendre son propre mode de fonctionnement pour ensuite réguler son rapport à la nourriture. Et on a parlé, vous avez pas mal évoqué le diagnostic, je l'ai pas mal évoqué moi aussi. Finalement, quelle est sa place dans un suivi? Est-ce que c'est aidant? Est-ce que c'est essentiel? Vous en avez parlé tout à l'heure en disant que c'était important finalement d'accéder au diagnostic, mais s'il y a une gêne fonctionnelle qui est juste dans le domaine de l'alimentation, qui est réglée dans une thérapie, est-ce que ça vaut le coup d'aller consulter un neuropsychologue et de faire tout un parcours? Alors, il y a plusieurs éléments, je vais essayer de répondre aux questions étape par étape. La première chose, le diagnostic est essentiel s'il est bien fait. Ce que j'entends par bien fait, c'est le fait que la restitution du diagnostic clarifie les choses, permet à la personne de s'emparer de son mode de fonctionnement et lui donne des pistes pour aller mieux, pour pouvoir mieux gérer sa vie, ce que j'appelle la psychoéducation, qui est malheureusement trop peu développée en France, surtout quand je parle d'une psychoéducation orientée autour du fonctionnement du cerveau. Parce que malheureusement, nos soignants ne sont pas forcément les plus compétents au monde pour en parler. Alors, admettons que cette psychoéducation a été faite convenablement. Dans ce cas, le diagnostic va être intéressant parce qu'il va éclairer beaucoup d'éléments de la vie du patient et pas uniquement le côté alimentaire. Maintenant, en soi, ce qui est important, comme vous l'avez très bien dit, c'est la question de se comprendre soi-même. C'est le connais-toi toi-même socratique. Si le patient arrive à comprendre son mode de fonctionnement, cela va lui permettre de s'améliorer. Dans ce cas, le diagnostic, je dirais, quelque part est secondaire par rapport au fait d'avoir cette compréhension de son fonctionnement. Alors, pourquoi le diagnostic reste important? C'est aussi pour une problématique. Le diagnostic, c'est pas uniquement comprendre comment fonctionne le trouble, c'est aussi savoir d'où il vient. Et savoir d'où vient le trouble peut être nécessaire parce qu'il y a comment dire, une interrelation entre les troubles psychiques et les troubles organiques. Je vais donner un exemple. Une personne qui est déprimée peut être déprimée parce qu'elle a vécu beaucoup de stress. Et là, dans ce cas, on va parler de dépression. Typiquement, c'est l'étiologie de la dépression unipolaire. Mais on peut aussi avoir des gens qui sont déprimés, non pas parce qu'elles ont vécu beaucoup de stress, mais parce que leur thyroïde fonctionne mal et qu'elles ont un déficit d'hormones thyroïdiennes. Diagnostiquer, ça veut dire reconnaître vraiment d'où vient le trouble. Si la personne a un déficit d'hormones thyroïdiennes, elle va prendre un traitement hormonal et la dépression guérit. Elle guérit totalement et il n'y a pas besoin de faire une psychothérapie. Par contre, si c'est une source de stress qui est derrière, il faut identifier ce stress, intervenir dessus et orienter vers une psychothérapie. Donc le diagnostic va permettre d'aider dans cette situation. Et se priver d'un diagnostic, c'est prendre le risque de passer à côté de certains facteurs. Donc j'aurais plutôt tendance à dire que le diagnostic est essentiel s'il est bien fait. Maintenant, si c'est pour mal faire un diagnostic, autant aller vers le dimensionnel pour intervenir. Et comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'un diagnostic est bien fait dans un pays où on ne se soucie pas forcément de la façon dont la thyroïde fonctionne, hein. Moi, c'est vraiment aussi constatation empirique, ce que j'entends en cabinet, des médecins qui ne sont pas forcément formés, des psychiatres qui n'en voient pas forcément vers des analyses approfondies. Comment est-ce qu'on fait pour bien s'orienter et pour avoir un diagnostic qui est digne de ce nom? Alors
C'est une question à 1 million d'euros, Ouais. j'aurais tendance à dire. Déjà, les bons diagnostics sont souvent faits de façon pluridisciplinaire avec une équipe. C'est-à-dire que pour avoir un diagnostic sérieux, le patient va généralement passer par son médecin traitant. Le parcours diagnostique va commencer avec son généraliste, qui va ensuite l'envoyer voir un soignant en santé mentale formé sur le repérage en psychopathologie et un soignant formé en psychiatrie. Donc on va généralement trouver un psychologue et un psychiatre. Ce parcours peut être effectué auprès de structures hospitalières, il peut aussi être effectué en libéral. Il faut savoir que c'est pas parce qu'un diagnostic a été posé qu'il ne sera pas révisé. C'est une évaluation qui se révise dans le temps et qui peut être refaite. Et on a un gros problème qui est lié à la façon dont nos cursus universitaires sont organisés. C'est pour ça que je parlais du médecin généraliste qui joue un rôle très important et qui malheureusement n'a pas toujours la formation suffisante au niveau psychologique. C'est que les soignants ont tendance à être spécialistes d'un domaine. Donc on va avoir des soignants qui sont spécialistes, par exemple, uniquement de l'autisme. Donc quand ils vont recevoir un patient, ils sont là pour dire si la personne a un autisme ou pas. Et elles ne vont pas chercher à diagnostiquer si la personne est bipolaire ou si la personne a un TDAH. Donc il y a une grosse difficulté sur le croisement des informations diagnostiques et arriver à faire le lien. Donc en général, un bon diagnostic, ça va commencer par un dépistage général qui va aller rechercher beaucoup de troubles de façon rapide avant ensuite d'aller creuser en détail. Donc il y a des batteries de tests qui existent et qui peuvent être effectuées par des psychologues qui sont formés. Je pense par exemple aux entretiens mini ou aux entretiens SKID. Et de façon générale, ce sont plutôt les praticiens qui sont formés avec l'approche cognitivo-comportementale qui utilisent ces outils. Simplement parce que c'est une approche qui est très inscrite dans les courants scientifiques et qui du coup récupère ces échelles de diagnostic qui sont assez peu utilisées dans les autres courants. Et si vous deviez transmettre un message à toutes les personnes qui nous écoutent et qui peuvent se reconnaître dans ces profils que vous décrivez, qui se sentent souvent trop, qui se sentent souvent pas assez, qu'aimeriez-vous leur dire pour qu'elles se réconcilient avec elles-mêmes et avec leur assiette? Moi, je ferais parler deux autres personnes que je vais inviter à témoigner pour moi. Donc, je dirais ce qu'écrivait Ionesco, qui écrivait «Si je suis normal, c'est parce que je ne suis pas comme les autres». Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on a tous des différences, et une différence, c'est pas forcément quelque chose qui nous amoindrit. Et d'ailleurs, et c'est justement ce que disait Antoine de Saint-Exupéry, celui qui diffère de moi, loin de me léser, m'enrichit. Donc soyez fiers de vos différences. On a besoin d'avoir des gens différents dans le monde. Si on était tous des copier-coller les uns des autres, ce serait un monde vraiment chiant. Sur ces très belles paroles, cet épisode touche à sa fin. Et merci beaucoup François pour cette conversation qui était riche de sens, éclairante, qui était extrêmement pointue. J'espère que nos auditeurs nous ont suivis jusqu'au bout. Pour celles et ceux qui aimeraient poursuivre la réflexion, découvrir ce que vous proposez, vos accompagnements, ou simplement plonger dans l'univers de Pipsy, où est-ce qu'on peut les rediriger? Alors vous pourrez retrouver l'Institut de formation Pipsy et le réseau Pipsy sur leurs réseaux sociaux respectifs, puisqu'on a des réseaux Facebook, Instagram, une chaîne YouTube. Et puis au niveau du site de prise en charge, c'est le site pipsy.fr et nos formations sur le site formation.pipsy.org. Je mettrai de toute façon toutes les références dans les notes de l'épisode si vous voulez les retrouver. Merci Julie. Merci. Et ne partez pas tout de suite. J'ai quelque chose d'important à vous demander. Si cet épisode vous a plu, notez-le ou suivez-le sur votre plateforme d'écoute. C'est rapide, c'est simple et moi, ça va m'aider à continuer de créer du contenu qui vous parle. Et n'oubliez pas de le partager à vos proches ou sur les réseaux sociaux pour le faire vivre. Merci d'avance pour votre contribution et à très vite dans En cas de tracas.